La 6e édition du colloque scientifique sur le paludisme s'est ouverte ce mercredi à Abidjan. Cette rencontre annuelle va permettre aux chercheurs et experts de faire un tour d'horizon sur la lutte contre la maladie et ce en prélude à la journée mondiale qui aura lieu le 25 avril prochain. Le 23 avril prochain, les Ivoiriens auront les yeux rivés à Yamoussoukro où se tiendra l'élection du nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. 3 candidats sont en lice pour briguer ce prestigieux poste. Nous y reviendrons sur les enjeux de cette élection à la FIF avec notre invité, M. Sadia Zouzou, spécialiste en intelligence économique et stratégique. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle session d'information sur Business 24. Depuis ce mercredi 20 avril 2022, Tiemoko Koné est officiellement le vice-président de la Côte d'Ivoire. Il a prêté serment au palais de la présidence devant le président de la République, la première dame et de nombreuses personnalités politiques. Dans un bref discours, il a exprimé sa gratitude envers le président Alassane Ouattara qui a porté son choix sur sa modeste personne. Peu connu du grand public, cet économiste a mené une longue carrière au sein de la BCEAO. Il a également été directeur de cabinet du Premier ministre, ministre de la Construction, puis conseiller spécial du président de la République Alassane Ouattara, chargé des questions économiques et monétaires. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter la Constitution, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations et avec loyauté à l'égard du président de la République. Que le président de la République me retire sa confiance si je trahis mon serment. Je voudrais qu'il me soit permis de vous exprimer ma profonde gratitude et mon infinie reconnaissance pour la grande confiance ainsi placée à ma personne. Je mesure l'honneur qui m'est fait. Je mesure aussi la responsabilité de la tâche qui est désormais la mienne et que je compte aborder à vos côtés avec humilité et détermination. La charge qui m'incombe désormais ne peut s'exercer sans le soutien de ma famille. Aussi, vous me permettrez d'abord de rendre un hommage appuyé à mon épouse qui, une fois de plus, a bien voulu accepter de m'accompagner dans cette aventure de vie. J'associe à cet hommage mes amis, connaissances, enfants, neveux, nièces et petits-enfants, dont la présence et l'affection demeurent et demeureront toujours pour moi une source intarissable de réconfort. Je voudrais vous réitérer ma gratitude. En prélude à la 15e journée mondiale du paludisme, il s'est tenu ce 20 avril la 6e édition du colloque scientifique sur le paludisme à l'Institut national de santé publique à Abidjan. La rencontre a réuni les acteurs de la santé publique pour échanger sur les résultats de recherche et les moyens de l'éradication du paludisme. Ce colloque s'est ouvert en présence de nos reporters Walter Kofi et Ismaël Doza. Intensification de la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire et résilience dans un contexte de pandémie à Covid-19. C'est le thème de cette 6e édition du colloque scientifique sur le paludisme. Il a réuni experts en la matière, chercheurs, sociologues, statisticiens qui se sont succédés afin de présenter les résultats de leurs enquêtes et projets de recherche réalisés au sein des populations et dans les districts sanitaires du pays. Il s'agissait entre autres de faire le bilan partiel après 5 éditions. Je tiens à féliciter les organisateurs de ce colloque, dont le décès par lui le docteur Léa Tano-Antoine, par son ouverture d'esprit, sa grande ouverture d'esprit, a associé à ce colloque des sociologues, des socio-anthropologues, des géographes, etc., etc., J'avoue à mon corps défendant qu'à l'époque, nous n'y avons pas du tout pensé. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a compris que la lutte contre le paludisme, eh bien, c'est l'affaire de tous, l'affaire des uns et des autres. Et je serai heureux de voir au 7e colloque des praticiens, des historiens, des philosophes, etc., etc., et surtout la communauté pour qui nous nous battons. Les résultats de recherche sur le paludisme présentés au cours de ce colloque ont fait objet d'échanges et de débats
entre acteurs de la santé publique, dont l'objectif est d'aboutir à l'élimination totale du paludisme en Côte d'Ivoire d'ici 2030. Un objectif ambitieux affiché par l'État à travers le ministère en charge de la Santé avec la collaboration du Programme national de lutte contre le paludisme. En matière d'action de lutte contre la malaria, il devenait urgent pour le ministère de profiter de l'occasion pour rappeler que le diagnostic et le traitement du paludisme simple est gratuit au sein des centres de santé publics. Le ministère, à travers le Programme national de paludisme, a encouragé et organisé ce colloque-là. Le but essentiel, c'est que les résultats de la recherche servent à développer de nouvelles stratégies afin d'améliorer notre lutte. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle espère atteindre en 2030 la préélimination ou tout au moins le contrôle de l'épidémie en Côte d'Ivoire. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé depuis plusieurs années de la gratuité au niveau du paludisme. Il s'agit essentiellement des points diagnostiques et également de la prise en charge. Mais nous devons faire en sorte au niveau de notre ministère que cette gratuité soit ressentie par nos populations en termes de disponibilité des intrants, en termes de disponibilité du personnel et en termes d'écoute pour que tout cela puisse marcher convenablement. Nous devons faire en sorte aussi que la prise en charge s'effectue dans des bonnes conditions avec les médicaments adaptés. Notons que ce colloque scientifique sur le paludisme se tient du 20 au 21 avril à l'Institut national de la santé publique dans la commune d'Adjamé. Les communications sont accentuées autour de la contribution des ONG et du secteur privé dans la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. L'Institut supérieur de la culture et des arts, en abrégé INSCA, a procédé le week-end dernier à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan au lancement des cours d'initiation à l'indicamétrie. La cérémonie s'est déroulée avec une leçon inaugurale prononcée par le docteur André Déazon, président des docteurs en indicamétrie. Il s'agit d'une première formation qui permettra aux auditeurs de maîtriser les premières notions de l'indicamétrie. Les détails avec Ange Assémian et Richard Akeke. L'indicamétrie est une science inventée par le professeur Moustapha Diabaté qui se définit comme la science qui corrige les limites des autres sciences. Mais quelles sont ces limites que relève l'indicamétrie? Elle peut servir de levier du développement du continent africain. L'indicamétrie vient de fournir la structure mathématique, scientifique et cognitive du cerveau et elle montre que les différentes parties du cerveau humain fonctionnent en véritable symbiose. Le but de cette formation pour l'Institut supérieur de la culture et des arts en abrégé INSCA est de permettre aux étudiants de comprendre la science elle-même et son objectif pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique. L'indicamétrie, à travers ses outils, son expertise, permet à chacun de pouvoir se connaître à tous les niveaux, donc avoir des informations dans chaque domaine de la vie. L'approche que nous avions, l'approche classique que nous avons pour solutionner nos problèmes, a présenté toutes ses limites, toutes ses failles. Donc l'indicamétrie vient avec une autre méthodologie, donc une autre batterie, pour pouvoir donner une solution individuelle et puis après généralisée du quotidien de chaque citoyen. Ce courant de pensée prend en compte tous les domaines d'activité, y compris l'éducation. Le conférencier Dr Déazon présente l'objet de ce premier cours inaugural. C'est un cours inaugural pour les sensibiliser par rapport à l'importance de la formation qu'ils vont suivre. Donc il y a un institut d'enseignement supérieur qui va organiser des cours d'initiation en indicamétrie. Et ceux qui veulent participer à cette formation ont été invités à suivre un cours inaugural sur l'indicamétrie pour qu'ils en sachent un peu avant d'entrer en formation. C'est ce cours-là que je viens de faire. L'indicamétrie, c'est une science. Vous êtes journaliste. Si vous étudiez l'indicamétrie, vous allez savoir ce que vous allez en faire. Cette première cuvée des apprenants sera formée en 6 mois, ce qui leur permettra de maîtriser les premières notions de l'indicamétrie et recevront à la sortie un certificat. L'Institut supérieur de la culture et des arts entend transformer le continent à travers cette science. L'invité de notre journal, c'est M. Sadia Zouzou, spécialiste en intelligence économique et stratégique. M. Sadia Zouzou, bienvenue dans ce journal. Merci beaucoup, M. Tebe, et c'est une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui.
L'actualité cette semaine, M. Sadia, c'est l'élection d'un nouveau président à la Fédération ivoirienne de football ce 23 avril à Yamoussoukro. Qui sera le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football? La réponse dans quelques jours. 3 candidats, Sori Diabaté, Idriss Diallo et Didier Drogba, ont été retenus à la prochaine élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Qu'en pensez-vous, M. Sadia? Bien, merci beaucoup, M. Tebe. Je peux dire que la décision qui a été prise par le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football de valider, de considérer comme recevables et éligibles les 3 candidats, notamment Idriss Diallo, Sori Diabaté et Didier Drogba, considéré comme un peu une sorte d'épilogue à un feuilleton, d'un feuilleton plutôt qui aura vraiment cristallisé toutes les attentions des Ivoiriens, des spectateurs et des amoureux du football pendant environ 2 ans. Idriss Diallo et Sori Diabaté sont les hommes du Sérail qui sont dans le système depuis 1990. Et aujourd'hui, avec les résultats, notamment en dents de scie du football ivoirien, il y a une volonté, en tout cas de la part des amoureux du football, de voir de nouvelles personnes à la tête du football. Aujourd'hui, c'est ce qui très certainement fait que de part et d'autre, nous avons, en tout cas, quand vous suivez les réseaux sociaux, cette volonté-là, en tout cas, des amoureux du football, d'avoir un renouveau au niveau du football. Mais le renouveau peut se faire aussi avec des anciennes personnes. Vous savez maintenant que le contexte a changé. Vous devez savoir que dans une situation d'intensité concurrentielle très dure, ça peut être dans le domaine de l'économie, ça peut être dans le domaine sportif, il y a ce qu'on appelle le pouvoir de négociation de l'État, ou bien le pouvoir de négociation du législatif, ou bien du réglementaire. Et c'est ce qui est advenu ici à travers la FIFA. Parce qu'il faut savoir que la FIFA, c'est le gouvernement mondial du football. C'est très important. Je pense que j'ai bien écouté les réactions de part et d'autre sur les plateaux de vos confrères. Mais je dirais tout ça pour dire que c'est le gouvernement mondial du football. C'est un État dans un État. Il faut dire que l'économie du football, c'est-à-dire tous les acteurs mondiaux en ce qui concerne le football, les hôtels, les droits de transmission télé, etc., c'est environ 400 milliards de dollars en ce que ça génère. C'est pour cela que ça cristallise beaucoup d'attention. Oui, bien sûr, 300 milliards de dollars, c'est environ 24 000 milliards de francs CFA. Et la FIFA revendique 300 millions de pratiquants à travers le monde, 1,5 milliard de francs au niveau du football. Et je vous dirais aussi que le budget de la FIFA, c'est environ 1200 milliards de francs CFA. Donc c'est une organisation supranationale qui coiffe et dont les responsables, je vais dire, parlent d'égal à égal avec les chefs d'État à travers le monde entier. Donc c'est véritablement important. À partir du moment où le comité mis en place pour organiser les élections n'a pas pu organiser les élections à l'issue de différends, donc la Côte d'Ivoire se mettait de facto, en tout cas sous normalisation et sous tutelle. Donc, à partir de ce moment-là, que le football ivoirien est sous tutelle, je pense que toutes les décisions qui vont venir de la FIFA vont s'appliquer, je vais dire, aux différents acteurs et surtout à cette élection. Donc, pour moi, ça ne m'étonne pas du fait que la FIFA ait mis ce formulaire d'intégrité sur le plateau d'un de vos confrères, M. Jacques Anouma, a dit qu'il a été soumis à ce formulaire. La même chose aussi que Samuel Eto'o aussi a été soumis à ce formulaire-là. Par rapport, bien entendu, aux objectifs de la FIFA qui prône de plus en plus maintenant la bonne gouvernance. Monsieur Sadia Zouzou, avant de vous libérer, quels sont les enjeux de cette élection au niveau de la Fédération ivoirienne de football? Ok, les enjeux sont multiples. Ça dépend au niveau auquel on se trouve. Les enjeux peuvent être au niveau d'abord des États. La Côte d'Ivoire doit organiser la CAN 2023 l'an prochain. Et la CAN est un moment où le pays, c'est un élément d'attractivité d'un pays et la Côte d'Ivoire sera au centre, en tout cas à ce moment-là. Deuxièmement, maintenant, il s'agit, et on ne parle pas beaucoup, il s'agit des présidents de clubs qui sont les électeurs. Leurs enjeux, c'est eux qui sont chargés d'élire le prochain président. Ils veulent savoir si leurs intérêts seront protégés, parce que ce sont en grande partie aussi des mécènes qui ont créé des clubs qui les font vivre. Donc, ils veulent savoir si le président de la Fédération ivoirienne de football qui va venir pourra préserver leurs intérêts.
En plus aussi, les enjeux pour les candidats. Vous savez que un président de la Fédération ivoirienne de football, ça rehausse le prestige de la personne qui a ce titre-là, et ça ouvre beaucoup de portes et aussi beaucoup de privilèges sur le plan diplomatique. Maintenant, en dernière position aussi, il faut parler maintenant de la FIFA, parce que c'est de ça qu'il est question maintenant. Gianni Infantino plutôt, a des grands projets pour le football. Et si vous regardez très bien sa démarche, vous allez vous rendre compte qu'à la dernière élection de la présidence au niveau de la CAF, il a bataillé très dur pour imposer Motsepe. Parce que Motsepe, c'est la 10e fortune sur le plan africain. Et aussi, c'est un homme d'affaires qui est très brillant et aussi propriétaire de Mamelodi Sundowns, j'arrive. Et puis, pour terminer aussi, Gianni Infantino plutôt a parlé de bonne gouvernance, il a parlé de construction des infrastructures, etc. etc. Donc, c'est la personne qui doit venir, à son avis, à ce que je vois, doit être une personne neuve et intègre à tout point de vue. Nous recevrions donc dans ce journal M. Sadia Zouzou, qui est donc spécialiste en intelligence économique et stratégique. Avec lui, nous avons évoqué les élections prochaines à la tête de la Fédération ivoirienne de football, les élections qui auront lieu le samedi 23 avril 2022 du côté de Yamoussoukro. Nous poursuivons avec ce journal. Retour sur la Pâque qui commémore le retour du Christ ressuscité parmi les hommes. Ici en Côte d'Ivoire, cette fête est baptisée Fête de Pakinou. Rendons-nous dans le sud-ouest, précisément à Gabiadi. La localité a célébré la 4e édition de la Fête de Pakinou dans le village de Do Sakassou. 3 jours durant, les populations baoulées et bakoué ont répondu à l'appel du Conseil régional de San Pedro. Les précisions dans ce reportage que signent Abel Kwao et Marie-Christelle Zogueï. Ambiance de fête de Pâques appelée ici Pakinou au village de Dosakassou dans le département de Gabiadji dans le sud-ouest du pays. Nous sommes à la 4e édition de Pakinou à Gabiadji. L'initiative est de Donatien Begré, président du conseil régional de San Pedro. Dans cette partie du pays, ce rassemblement est toujours synonyme de développement, de promotion de la cohésion sociale ainsi que de brassage interculturel. Concours culinaires, prestations de danse traditionnelles, jeux d'hiver, activités sportives, dépistage, sensibilisation et consultation des populations sur des maladies chroniques, planting de plus de 100 arbres pour lutter contre la déforestation. Voici quelques temps forts de cette 4e édition de Pakinou. Et en fait, nous avons fait un constat. Nous avons constaté que les populations qui vivent ici, qu'elles soient dans le Vé-Baoulé ou dans d'autres localités de la région, en Pâques, en général, ces populations désertent les localités, désertent les villages et vont dans les villages d'origine pour fêter. Pour laisser là les plus jeunes ou effectivement pour laisser les villages. Ces populations-là qui vivent en parfaite harmonie avec les frères Kroumen, les Bakoué et les autres communautés, c'est important que nous puissions organiser des festivités de Pakinou pour qu'elles restent sur place au lieu de se déplacer. Autre fait marquant de cette fête, une conférence publique dont le thème est « Cohabitation des peuples de San Pedro, moteur de brassage culturel et de développement ». Notons que de nombreux partenaires et ONG ont associé leur image à cette manifestation. C'est le cas de l'ONG Action, Cœur et Poumon. Nous avons été associés à cet événement pour organiser une journée de dépistage, de sensibilisation et de consultation des populations sur les maladies chroniques. En fait, notre ONG a pour objectif principal de réduire les complications liées aux maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle, l'asthme et le diabète, ainsi que les maladies non contagieuses. Le chef du village de Dosakassou se dit heureux de l'organisation de Pakinou et des réalisations dans sa localité. Il remercie le président du conseil régional et souhaite que la paix et la cohésion règnent en Côte d'Ivoire.
dans la Côte d'Ivoire, ma main est sous pas. Ben avec chez man, ba main pas sous, na ma diakonu gué. Il faut rappeler que cette cérémonie était placée sous la présidence de Koulibaly Ousmane, préfet de la région de San Pedro, et sous le parrainage du président du conseil régional, Donatien Begré, qui a été habillé en chef baoulé. Durant le week-end de Pascal, le président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio, a effectué une tournée dans le département de Didiévi. Il s'agissait pour lui de mettre sous tension plusieurs villages et d'inaugurer des infrastructures de développement. Il était accompagné pour l'occasion par le maire de Didiévi et plusieurs cadres de la commune. Charles Kouakou, Zénab Dosso. La Pâque, communément appelée Pakinou chez le peuple baoulé, est une occasion de retrouvailles afin de discuter sur divers sujets touchant au développement du village. Cette année, comme de coutume, le président du Sénat ivoirien, Jeannot Ahoussou Kouadio, était aux côtés de la population de Didiévi. Première escale à Angan-Kofikro pour la mise sous tension de ce dernier village non encore électrifié, ce qui porte aujourd'hui à 143 le nombre des villages électrifiés dans le département de Didiévi, soit un taux d'électrification de 100%. Vous avez vous-même constaté la joie, le bonheur que le président de la République, Alassane Ouattara, donne à nos populations. Vous avez remarqué comment nos populations, ce vendredi saint, étaient heureuses d'avoir enfin l'électricité dans ce village. Merci aux autorités pour avoir éclairé notre village, en particulier le président de la République et toutes les autorités qui ont participé à l'œuvre de l'électrification de notre village. À Ngotakikro, il a célébré avec ses parents la fête de la lumière. Les populations locales ont tenu à exprimer, à travers une cérémonie, leur reconnaissance au président du Sénat. Ahoussou Jeannot Kouadio s'est également rendu à Lekissou pour l'inauguration du château d'eau, puis à Bungé pour lancer les travaux du futur centre de santé. Occasion pour le président du Sénat de traduire sa reconnaissance au président de la République pour ses actions de développement. Je voulais saluer et féliciter les cadres de Lekissou qui ont pris cette initiative. Parce que tout ne doit pas venir de l'État. Tout ne doit pas venir de l'État. La vraie indépendance, c'est la prise en charge de soi-même. L'avenir d'une personne, d'un peuple, c'est défini par lui-même, par le peuple. Cette tournée s'est terminée par la rencontre avec les chefs traditionnels, les présidents des mutuelles et les présidents d'associations des sous-préfectures de Raviar et de Tiendiekro, dans l'objectif de créer un cadre de concertation destiné à faire converger les efforts de développement de leur localité. Dans le même temps, dans la région du Lodibois, la communauté ariste a célébré la Pâque. Une trentaine d'églises regroupées pour la cérémonie dans le village de Nyeri a donné l'occasion de véhiculer un message de paix et d'amour, de cohésion sociale et une levée de fonds pour la construction du nouveau temple. Jonas Zaboki, Ange à Sémion. Dans la région du Lodibois, la fête de Pâques a été célébrée comme à l'accoutumée. Pour commémorer la résurrection du Christ, la communauté ariste a réuni 30 églises dans le village de Nyeri. De manière générale, la célébration de la Pâque est tournante. Et cette fois, les fidèles aristes et les responsables des églises de la région ont convenu fêter dans le canton à Boïri. Nous voici réunis à Nyeri en ce lieu béni. Pas pour autre chose, mais pour la célébration de la Pâque. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Une occasion pour le guide religieux de parler de paix, d'amour et de cohésion sociale
qui doivent être la boussole de celui qui croit en la résurrection du Christ. Par ailleurs, Apollin Lo, représentant du député-maire de la région, a exprimé son sentiment suite à la prêche du prédicateur. Les différents prédicateurs se sont succédés ici. Le mot qui est ressorti à chaque fois, c'est la paix. Le ministre Amédée me charge de vous dire de cultiver la paix. Et cela, il s'adresse d'abord à toutes les confessions religieuses. Une levée de fonds pour aider à la construction du temple du village a permis pour la circonstance d'obtenir 900 000 francs. Pour être plus complet avec l'actualité en Côte d'Ivoire, intéressons-nous à ce communiqué de la présidence de la République en fin d'après-midi ce mercredi. Suivez. Le président Alassane Ouattara l'avait promis. Sans surprise, le nouveau gouvernement HI2 est effectivement resserré avec 32 ministres contre 41 dans le gouvernement précédent. À part la sortie d'une dizaine de personnes, pas grand changement, sauf que les ministères ont été étoffés pour une meilleure coordination des actions gouvernementales. De nouvelles personnalités font leur entrée dans le nouveau gouvernement de Patrick Achi. On enregistre le comeback de Mamadou Koulibaly Sangafowa au poste de ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, après avoir été ministre de l'Agriculture pendant plus de 10 ans. Le véritable sang neuf de ce gouvernement est Françoise Remarque, ancien PCA de Canal+. Elle occupe le poste de ministre de la Culture et de la Francophonie. Tout porte à croire que le président de la République et le Premier ministre ont fait le choix de la continuité. C'est avec cette information que nous refermons ce journal proposé par l'ensemble de la rédaction. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Passez un très excellent mois en compagnie de nos programmes. Merci à vous tous et à très bientôt.